que je peux dire vraiment sincèrement, c'est que ce kiosque, il a changé ma vie en fin de compte. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on regarde ce qui reste dans Paris, du passage à l'an 2000, parce que quand on se remémore l'époque, il fallait faire de grandes choses, ben la seule chose qui reste du passage à l'an 2000 dans Paris, c'est cette entrée de Jean-Michel Othoniel. Alors ce n'était pas une compétition. On a classé les œuvres dans une sorte d'ordre de faisabilité. Et à l'évidence, cette œuvre-là ne souffrait aucun doute. C'est un projet qui a commencé en 1997 quand j'étais à la Villa Médicis. Et depuis la villa, j'ai fait une série de dessins pour fêter les 100 ans du métro et le passage à l'an 2000. J'avais envie de faire une bouche de métro. Cette idée des 100 ans du métro, pour moi, c'était aussi une façon de rendre hommage à Guimard qui avait construit ces bouches de métro formidables, Art Nouveau. Ce qui est intéressant dans ce kiosque, c'est que c'est vraiment un prototype. C'est-à-dire qu'il a été spécialement développé pour ce lieu. Donc c'est pour ça que je l'ai appelé le kiosque des Noctambules, imaginant que les gens qui se promènent le soir peuvent se retrouver là comme une rencontre amoureuse un peu. Et donc j'ai eu envie pour ça de créer au dos de la station de métro un petit banc qui permettait aux gens de s'asseoir et de s'attendre. Et pour moi, cette idée de décor, elle était importante parce qu'on est ici, donc Place Colette, devant la Comédie Française. Donc c'est un peu le théâtre avant le théâtre. Tout de suite, il s'était positionné un peu en continuateur du travail de Guimard. Et le travail de Guimard, à la fin du 19e siècle et en 1900, était intéressant parce que c'était une commande du président de la Compagnie du Métropolitain de Paris qui voulait marquer le métropolitain d'une marque de modernité. Et c'était la même chose finalement. Pour moi, ça a été un peu un choc parce qu'à l'époque, je n'avais jamais fait de commande publique. Mon dessin était vraiment assez évanescent et je ne voyais pas comment réaliser ça, en plus dans Paris. Je ne savais pas encore à l'époque à quel endroit ça serait puisque la place Colette où nous sommes n'a été choisie qu'en fin de concours, en fin de compte. Alors là, je revendique le fait de proposer cette place. J'avais fait un raisonnement d'ingénieur qui est de dire, bon, il nous propose une œuvre, mettons-la sur la ligne 1, là où l'architecture de la ville a changé depuis 1900, puisqu'on est en l'an 2000. Et on a été d'abord à Bastille. Et Othoniel nous a dit, mais moi je vais être tout petit à côté de l'opéra. Et on s'est dit, oui, il a raison, c'est pas le bon raisonnement. Cette place qui est piétonne aujourd'hui était une place étriquée avec les voitures qui tournaient autour. Mais en plein milieu, il y avait une entrée de métro en pierre de taille assez banale. On s'est dit, mais oui, la Comédie Française, un univers parisien d'excellence, c'est un écrin, c'est ce qu'il faut. Quand il est rentré de la Villa Médicis, on l'a reçu et il arrivait avec une maquette qui était un cube de polyester qu'il avait creusé. Et donc on voyait là, parce que pour lui ce qui était très important, c'était la sortie. Quand on sort de cette station, c'est aussi important que l'entrée. Et ce qui m'a plu dans ce projet, c'était aussi travailler sur ce sentiment qui est, je dirais, un dénominateur à tous. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire sortir de terre? Ce passage de l'ombre à la lumière. Et c'est comme ça que j'ai conçu cette bouche de métro, c'est-à-dire arriver à ce que cette émotion-là, elle soit théâtralisée par ce kiosque. Sortir d'un siècle pour aller dans l'autre siècle, donc passer d'un siècle obscur vers un siècle de lumière. On a eu des retombées presse comme jamais la RATP n'avait eu sur aucun projet. Donc là, c'était vraiment l'unanimité et tout le monde a adhéré. J'ai pas souvenir vraiment d'un papier critique. Donc pour moi, non seulement ça a été un projet formidable, mais ça a été un projet de découverte de matériaux et qui m'a permis aussi d'élaborer un langage. Donc je suis très redevable, je dirais, de ce projet, parce que c'est un projet qui m'a fait grandir, qui m'a fait mûrir, qui m'a fait découvrir aussi ce que c'était qu'une œuvre en espace public. Parce qu'en tant qu'artiste contemporain, c'est très rare qu'on ait ce rapport au grand public. Depuis toujours, finalement, la RATP entretient un lien extrêmement étroit avec la culture, comme si nous avions toujours eu conscience que la culture fait partie intégralement du voyage.
Vous avez un exemple d'exposition derrière moi dédié au street art. La culture prend toutes les formes sur le réseau. Évidemment, ça prend d'abord la forme d'œuvres d'art. Je pense évidemment au kiosque des Noctambules de Jean-Michel Ottoniel, ou plus récemment à la fresque de Barthélemy Togo à la station Château-Rouge, ou encore aux céramiques de Manuel Cargalero à Champs-Élysées-Clémenceau. Mais la RATP, c'est aussi des expositions, des affichages, des événements autour de la poésie, de la musique, de la photographie, tout ce qui peut donner finalement un supplément d'âme au voyage. Et puis il y a évidemment les projets à venir. Vous le savez, le réseau RATP est amené à grandir et nous profitons justement de ces prolongements ou de ces modernisations pour installer de nouvelles œuvres d'art. Alors ça va être le cas sur la ligne 14 qui se prolonge au nord et au sud et qui va faire l'objet d'installations d'œuvres contemporaines absolument majeures. Vous le voyez, la RATP rime aussi avec culture et c'est autant de raisons d'emprunter le réseau le plus souvent possible.